est-ce que les acteurs politiques congolais veulent continuer à se bagarrer, à se battre, à se chamailler entre eux au moment où leur pays est occupé par un pays voisin, par un agresseur, un prédateur qui sévit au Congo depuis 25 ans. Je pense qu'il faut qu'on se réveille, il faut que les autorités congolaises se réveillent. C'est bien d'argumenter, c'est bien de vouloir organiser des élections l'année prochaine, c'est bien de se positionner pour vaincre Tshisekedi, et c'est bien aussi pour Tshisekedi de vouloir se positionner pour gagner les élections. Mais comment allez-vous les gagner? Qu'est-ce que cela va vous apporter si votre pays est occupé par une puissance étrangère ou des puissances étrangères? Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et auditrices de La Voix des Grands Lacs, bonjour. Au micro, Jean-Marie Ndagijimana. Pour commencer, veuillez d'abord excuser la qualité de ma voix. La grippe est passée par là et la voix est rauque. Mais rien ne m'empêchera de communiquer avec mes fidèles auditeurs et auditrices. Parler de l'actualité dans mon pays d'origine, le Rwanda, et dans toute la région d'Afrique des Grands Lacs. Aujourd'hui, je vous parlerai de ce que je considère comme la nouvelle stratégie apocalyptique du régime de Paul Kagame à l'égard de la République démocratique du Congo, mais aussi à l'égard de toute la région. Qu'est-ce à dire? Eh bien, le Rwanda n'a pas intérêt à ce que la question du M23 soit réglée rapidement. C'est mon impression. Kigali n'a donc pas l'intention de lâcher le morceau, c'est-à-dire de laisser partir le M23 de la ville de Bunagana qu'il occupe depuis quelques 3-4 mois, parce que tout simplement, le Rwanda n'a aucun intérêt à renoncer aux avantages géostratégiques, économiques et autres acquis de haute lutte au cours de ces 25 dernières années de guerre que ce pays mène à l'est de la République démocratique du Congo. Kagame et ses alliés régionaux ou internationaux ont pris tellement de risques. Ils se sont tellement investis dans les guerres du Congo. Donc, comme tout le monde le sait, ils ont tiré des dividendes sonnantes et trébuchantes. C'est cela qui explique le développement fulgurant de la capitale rwandaise, Kigali. C'est la manne congolaise qui a financé en fait la construction de cette ville. Si la guerre du M23 devait s'arrêter, et si la RDC recouvrait le contrôle de son territoire et de ses ressources, si les populations congolaises retrouvaient enfin la paix pour se consacrer à nourrir leurs familles, pour se consacrer à l'éducation de leurs enfants, à développer un bon système sanitaire dont la RDC a tant besoin, le Rwanda n'ayant plus accès à la manne offerte par le pillage des ressources minières et forestières du Congo, cela est évident, le Rwanda s'appauvrirait et son économie chuterait comme peau de chagrin. Et ça constituerait aux yeux de Kagame, bien sûr, une atteinte grave aux intérêts vitaux du Rwanda. La notion d'espace vital est capitale dans la stratégie de Paul Kagame dans la région des Grands Lacs. Et donc cela constituerait la ligne rouge que Kagame ne permettrait pas aux Congolais de franchir dans leur propre pays. C'est-à-dire lui barrer la route et l'accès aux ressources minières du Congo, pour lui, c'est un acte de guerre. Un casus belli. Qui s'oppose aux intérêts vitaux du Rwanda, je le répète. De tant que sa mise constante en accusation de bellicisme et d'arrogance par le Congo et par une bonne partie de plus en plus croissante de la communauté internationale pourrait l'exposer à des sanctions économiques et diplomatiques, ce qui serait catastrophique pour un pays qui survit en grande partie grâce aux aides étrangères et au pillage justement des ressources congolaises. Les bien-pensants et certains diplomates pourraient parler ici de politique fiction. Eh bien, j'assume de penser à un scénario catastrophe auquel personne ne pense, ou dans certains milieux, on vit dans la béatitude, que tout va bien se passer, que nous avons les atouts, mais bien, vous n'êtes pas seuls, hein, les Congolais. Il y a aussi en face un certain Kagame. Poursuivons notre analyse. Alors, pour faire face à tous ces risques, Kagame a créé un think tank, en fait, qu'il a baptisé par le nom connu dans les années 96-17 et suivants, comme le Congo Desk. Congo Desk qui fonctionne sous la supervision du président Paul Kagame lui-même, avec comme principaux acteurs des généraux qui, comme par hasard, ont tous des noms commençant par la lettre K. Kabarebe, Kazura, Karuretwa, et qui d'ailleurs fonctionnent en parfaite harmonie avec le président Kaguta Museveni et son fils Kainerugaba.
à Kinshasa. Le chef de ce desk n'est autre que l'ambassadeur rwandais à Kinshasa, le très efficace Karega Vincent, qui va partout, qui a les clés de toutes les maisons qui comptent à Kinshasa. Eh bien, l'objectif de ce Congo Desk, c'est de tirer profit et pérenniser les acquis territoriaux, politiques et économiques engrangés par Kigali depuis 1996. Pour cela, il faut empêcher la RDC de renverser les équilibres actuels favorables au régime de Kigali. Ça, c'est le premier constat. Il faut donc tout faire pour gagner du temps et pour occuper les autorités congolaises. Les occuper en termes de temps. À Kigali, ils appellent ça « to keep busy ». Les empêcher de s'occuper de l'essentiel, en somme. Empêcher le président Tshisekedi, ses ministres, les députés et les autorités politiques et militaires qui comptent de s'occuper de l'essentiel, c'est-à-dire du développement de leur pays, affaibli par des guerres criminelles à répétition, imposées à la RDC par ses voisins de l'Est. Rappelons que ces conflits meurtriers ont provoqué la mort de plus de 12 millions de citoyens congolais depuis 26 ans. Comme l'ont rapporté d'ailleurs divers rapports de l'ONU et d'ONG internationales chargées des questions des droits de l'homme. Donc, to keep busy, distraire en somme. Cela passe aussi par la multiplication de rencontres, de négociations, de voyages à Nairobi, à Bujumbura, à Luanda, à New York, à Paris, au siège de l'Union européenne. C'est la diplomatie si chère à Yoweri Museveni et à son poulain Paul Kagame, et ça s'appelle le talk and fight. Mais en réalité, le fight se trouve d'un seul côté. Le Rwanda et le M23 fight. Ils se battent et ils conquièrent des terrains. Ils occupent Bunagana. Et cette stratégie du talk and fight risque de devenir une arme redoutable pour occuper les autorités congolaises, les distraire, les amener à de meilleurs sentiments, à se lier d'amitié avec leurs collègues rwandais, créer un courant d'amitié entre les deux ministres des Affaires étrangères, le sage Biruta qui sait bien cacher son jeu et qui est le double de Kagame en termes de violence et de cynisme, mais en plus civilisé d'apparence. Cela permettra à Kigali de bouleverser la donne sur le plan de la légitimation de sa guerre, d'apparaître comme un bon élève favorable au dialogue, alors que Kinshasa serait considéré comme un gouvernement et une armée de va-t-en-guerre qui s'en prennent aux soldats de la MONUSCO. Il faut que les Congolais fassent très attention. Et je parle d'expérience. Entre 1990 et 1994, avant l'assassinat du président Habyarimana, c'est cette stratégie qui a fait gagner le FPR. Je ne dis pas qu'il ne faille pas négocier ou parler ou discuter, non. Mais discuter après avoir établi les choses dans leur état, c'est-à-dire après avoir garanti la souveraineté nationale et la sécurité du territoire. C'est cela que les Congolais doivent avoir en tête. On ne peut pas aller dialoguer lorsqu'une partie de son territoire est occupée par des étrangers. Ou alors qu'on nous dise que désormais, le M23 est un groupe rebelle national qui est bien sûr armé par les deux voisins de l'Est du Congo, le Rwanda et l'Ouganda, mais qu'ils ont le droit de faire la guerre quand ils veulent, de s'armer à partir des deux voisins, le Rwanda a le droit de donner des chars, des blindés et tout, au M23 et l'Ouganda de constituer leur réserve et leur voie de passage. Parce que les militaires ou les rebelles du M23, ils vont et viennent à Bunagana, entre le Bunagana et les villes ougandaises. Ils voyagent à l'étranger. Comment font-ils s'ils n'ont pas de passeport? Comment font-ils si les gouvernements des pays voisins, qui les laissent passer, qui les laissent traverser leur territoire, embarquer à bord d'avions pour aller en mission à l'extérieur? Comment cela est-il possible si ces gouvernements ne sont pas d'accord? Alors je reviens à la stratégie de distraction. Pour moi, c'est bien d'avoir des relations de copains à copains entre ministres, entre ambassadeurs, entre chefs d'État, c'est bien. Mais l'intérêt national doit primer. Et de toute façon, si la paix doit revenir dans la région des Grands Lacs, il n'est pas question que le M23 FPR continue d'occuper Bunagana. Donc, il faut limiter le plus possible ces péripéties diplomatiques qui ne font qu'endormir, émousser, tromper la vigilance des autorités congolaises. Pendant ce temps, Kigali fait avancer ses pions et continue d'occuper une partie du territoire congolais. On n'a pas le droit de sabrer le champagne avec l'envahisseur, surtout lorsqu'il s'appelle Paul Kagame que nous connaissons tous. On n'a pas le droit de sabrer le champagne avec l'homme qui est responsable de la mort de 12 millions de Congolais et qui se réfugie aujourd'hui derrière son immunité pour échapper à la justice. Vous me demanderez, mais comment Kagame procède-t-il pour pouvoir occuper les autorités congolaises, qui sont des gens sérieux? Le président a été élu par
le peuple, me direz-vous. Les ministres ont été nommés par le même président qui en a les attributions constitutionnelles. Vous me demandez, mais comment cela est-il possible qu'un gouvernement étranger puisse les occuper? Je vous ai dit tout à l'heure que Kigali donne l'impression de privilégier le dialogue et la recherche de paix et que donc il faut parler et parler encore. Et Kinshasa répond pour prouver aussi qu'il veut la paix et donc il veut privilégier le dialogue. Négocier ce qui n'est pas négociable. Négocier l'occupation du territoire congolais. Voilà comment donc Paul Kagame compte occuper les autorités congolaises et les empêcher de se concentrer sur la gestion de leur pays. Pendant que Kigali essaye d'arrondir les angles avec ses alliés traditionnels, américains, anglais, occidentaux en général, et même avec la Russie, la Chine, l'Inde, les pays arabes, la Turquie et les autres. C'est le talk and fight. Parler et parler encore, de manière que ça dure le plus longtemps possible. Je le répète, le Rwanda n'a pas intérêt à ce que la question du M23 soit résolue immédiatement, ni définitivement. Ils veulent garantir le fait accompli consistant à une occupation la plus longue possible du territoire congolais par le soi-disant M23, qui n'est autre que le Front patriotique rwandais en fait, et les autres groupes rebelles opérant pour le compte et aux côtés de l'armée rwandaise. Je le répète, Kigali cherche à tenir les autorités congolaises occupées, busy, et en même temps arrondir les angles avec les alliés traditionnels et occuper le terrain durablement. Et je pense que Kagame est en train de réussir ce pari lorsqu'on observe ce qui se passe à New York aujourd'hui, lorsqu'on observe ce que les uns et les autres font ou ne font pas au Congo, lorsqu'on écoute l'interview de M. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, s'adressant à France 24. Autre levier dont Kagame s'est rendu maître pour gagner du temps. Gagner du temps, lui, et faire perdre du temps aux Congolais. Eh bien, son arme, cet autre levier qu'il utilise, c'est la fragmentation du tissu politique, social et même militaire. Cette fragmentation, il l'utilise pour miner le terrain de ses ennemis, de ses adversaires. Dans ce domaine aussi, Kagame est passé maître. S'agissant de la RDC, le Rwanda a programmé et envisage, il a déjà commencé d'ailleurs à le faire, de tout mettre en œuvre pour susciter des divisions internes, voire intestines, dans tous les domaines de la vie congolaise, en particulier parmi les acteurs politiques, le parti au pouvoir et les partis de l'opposition qui dominent la scène politique de la RDC. Sans oublier la manipulation de la presse partisane ou celle dite libre. À l'heure des médias sociaux qui font des ravages dans l'opinion, la manipulation de certaines personnalités de la société civile congolaise y inclut les responsables religieux et les chefs coutumiers. Observez ce que les uns et les autres disent. Observez les discours de certains leaders de l'opposition. Observez même dans le parti du président Tshisekedi, il y a des voix qui parfois étonnent, qui donnent l'impression de vouloir abdiquer ou de capituler en faveur de celui qui occupe le terrain ou le territoire national. Tous les moyens sont bons pour atteindre le niveau ultime de la fragmentation. Il y a la corruption de personnalités influentes, des aides multiples apportées aux anciens alliés de Kigali pendant les différentes guerres de l'Est pour renforcer leur pouvoir. Il faut les aider, il faut leur apporter les moyens financiers pour maintenir leur influence, pour maintenir leur pouvoir au sein du système congolais. Il y a les infiltrations rwandaises au plus haut sommet du pouvoir congolais. C'est ce que tout le monde dit. Il semble qu'il y ait des généraux, des proches de ministres, des personnalités très influentes au Congo qui viennent directement du FPR. Le gouvernement rwandais compte même utiliser un autre levier, celui-là le plus dangereux, c'est l'assassinat de personnalités politiques. Cela est envisagé. Et compte tenu de l'expérience que nous, Rwandais, avons vécue pendant toute la période de la guerre de 90 à 94, cela est possible. Et je vous assure que c'est efficace lorsqu'on veut casser l'adversaire en plusieurs morceaux. La propagation de rumeurs perfides destinées à créer la méfiance et la haine parmi les Congolais, etc., etc. Là, je pense notamment à la congolité. Kigali n'hésitera pas à jouer sur cette corde-là, à susciter même des discours anti-rwandais, anti-Banyamulenge, anti-Tutsi, pour se donner une raison de pouvoir intervenir au Congo, soi-disant pour voler au secours des Tutsis du Congo. Kigali n'hésitera pas à utiliser cette arme. Il l'a fait. Kagame l'a fait, il l'a utilisé à plusieurs reprises pendant la guerre du Rwanda et aujourd'hui il le fait encore. Une fois que les acteurs congolais sont dispersés,
donc fragmentés et en opposition totale entre eux, qu'il régnera un climat délétère de suspicion de tout le monde à l'égard de tout le monde. Il n'y aura plus d'unité nationale à proprement parler. Le dernier stade sera la fragmentation de la société congolaise dans son ensemble. Kagame s'acharne maintenant à créer des contradictions profondes entre les communautés congolaises et tribus qui oublieraient ainsi les dangers représentés par l'agresseur pour se bagailler, pour s'étriper entre elles, pour se battre entre communautés congolaises. Eh bien, à partir de ce moment-là, Kigali n'aurait qu'à se servir, à s'installer durablement en RDC. Est-ce que c'est cela que les Congolais veulent? Est-ce que les acteurs politiques congolais veulent continuer à se bagarrer, à se battre, à se chamailler entre eux au moment où leur pays est occupé par un pays voisin, par un agresseur, un prédateur qui sévit au Congo depuis 25 ans. Je pense qu'il faut qu'on se réveille, il faut que les autorités congolaises se réveillent. C'est bien d'argumenter, c'est bien de vouloir organiser des élections l'année prochaine, c'est bien de se positionner pour vaincre Tshisekedi, et c'est bien aussi pour Tshisekedi de vouloir se positionner pour gagner les élections. Mais comment allez-vous les gagner? Qu'est-ce que cela va vous apporter si votre pays est occupé par une puissance étrangère ou des puissances étrangères? Parce qu'aujourd'hui, cela est clair, la communauté internationale ne soutient pas la RDC, y compris et surtout même après le passage de M. Blinken à Kinshasa et à Kigali. Cela est visible. On nous a roulé dans la farine. Aujourd'hui, on brandit les FDLR comme l'ennemi ultime du Congo. Les FDLR, qu'est-ce qu'elles ont fait contre les populations congolaises aujourd'hui? Est-ce que les FDLR se battent contre les FARDC? Il y a en face le M23 et l'armée rwandaise qui s'attaque à l'armée congolaise, qui occupe le territoire congolais, mais on nous brandit, y compris par le secrétaire général de l'ONU, on brandit le danger FDLR. Danger pour qui? On ne nous parle même plus des 250 000 réfugiés rwandais en RDC qui ont été recensés par le HCR, pas par la Voix des Grands Lacs. Eh bien, gardons les yeux ouverts. Soyons attentifs à tout ce qui se passe dans la région. L'attitude du président Museveni, qui dit que la guerre du M23 est une guerre juste, comprenez ce que cela veut dire? Pendant que Bunagana est adossé à l'Ouganda et que donc les M23 peuvent se ravitailler à tout moment, la nuit, le jour, que les populations continuent d'aller et de venir, que le M23 perçoit des recettes douanières. C'est choquant que la frontière reste ouverte, mais que ce n'est pas la République démocratique du Congo qui contrôle cette frontière. C'est le Rwanda, le M23 et l'Ouganda qui sont à Bunagana. Ce n'est pas Kinshasa, ce n'est pas le président Tshisekedi et son gouvernement qui contrôlent Bunagana. Ce sont les trois acteurs dont je viens de citer les noms. Le M23, le gouvernement ougandais et l'armée rwandaise. Ce n'est pas Kinshasa et ce ne sont pas les FDLR. Qu'on vienne nous prouver que les FDLR constituent aujourd'hui un danger pour la République démocratique du Congo. De toute façon, les FDLR ont toujours demandé d'être rapatriés dans leur pays, mais dans la dignité et selon les règles instituées par la communauté internationale en matière de rapatriement des réfugiés. Parce que les FDLR, parce que les réfugiés Hutus en RDC ne sont pas des animaux, c'est pas un troupeau de bêtes que l'on ramène au bercail, comme on le veut et quand on le veut. Je ne suis pas l'avocat des FDLR, mais ce sont des personnes humaines. C'est ceux-là qui ont permis, de toute façon, aux réfugiés rwandais en RDC de survivre aux différentes attaques et aux massacres perpétrés par l'armée de Paul Kagame contre les civils rwandais, contre les Hutus rwandais qui ont subi déjà un génocide en 96 et 17, comme l'a rapporté le rapport Mapping. Le même rapport confirme que le Front patriotique rwandais de Paul Kagame a massacré des centaines de milliers de Hutus rwandais, congolais et burundais, mais qu'il a aussi massacré des millions de Congolais. Il faut qu'on le dise. Pour revenir à la fragmentation, un constat personnel. Depuis 2-3 semaines, après les épisodes de Luanda, Kampala, Nairobi, Bujumbura, eh bien depuis 2-3 semaines, en fait, les antennes médiatiques des partis politiques congolais ne parlent plus des envahisseurs ni des agresseurs qui occupent le territoire congolais. C'est un constat, ou en tout cas, l'intensité de leurs émissions sur ce sujet a fortement diminué. Mais elles passent tout leur temps à s'étriper, à taper sur leurs adversaires intérieurs. Tel parti qui tape sur tel autre parti, tel média qui s'en prend à tel autre, tel média favorable au pouvoir actuel à Kinshasa qui s'attaque à tel autre, censé travailler pour l'opposition. Et les deux s'accusent mutuellement de travailler pour l'agresseur. Mais on ne parle plus de l'agresseur. On ne parle plus de la question fondamentale d'occupation du territoire congolais. On ne parle plus de la balkanisation,
C'est comme si c'était un fait accompli. On a eu la période où les populations marchaient pour soutenir les FARDC. On a eu la période où les militaires congolais, les généraux, embrassaient les populations dans la rue pour les remercier de leur soutien. Eh bien, tout ça est passé. En observant la situation actuelle en RDC, en voyant les incohérences, je parle bien d'incohérences parfois inexplicables à travers des mécanismes bizarres à divers niveaux. La montée des oppositions entre le pouvoir du président Tshisekedi et les partis d'opposition, cela dans un système démocratique, c'est tout à fait normal. Au moins, les Congolais ont la chance de pouvoir utiliser leurs droits en la matière. Mais le problème, c'est que au lieu de faire face à l'agresseur et à l'occupation de leur pays, les oppositions et le pouvoir en place s'accusent mutuellement de faits gravissimes, de trahison, d'alliances improbables et de volonté de créer le chaos au profit de l'envahisseur, au moment où le peuple congolais n'a jamais manifesté autant de soutien au FARDC. Au moment où de nombreux pays africains et du monde commençaient à manifester leur soutien à la RDC et d'exiger le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais. Tout observateur épris de paix en RDC et en Afrique des Grands Lacs peut être amené à verser dans le pessimisme face à un tel comportement. C'est mon cas de voir qu'au moment où les Congolais étaient proches de la victoire, au moins psychologique et diplomatique, eh bien, les responsables sont en train de tout remettre par terre et de donner le bâton à leur adversaire pour se faire battre par l'agresseur. Cela m'amène à parler d'un sujet très délicat concernant une information que la Voix des Grands Lacs vient de recevoir de sources crédibles de milieux proches des services rwandais. Cette information, c'est que, se rendant compte de la fragilisation de sa position diplomatique régionale et internationale causée par le réveil diplomatique des autorités congolaises, Kagame nourrirait un plan diabolique construit sur un schéma aussi simple et ressemblant à ce qu'il a fait au Rwanda en avril 1994. Si je traduis du Kinyarwanda, Intambara ya nyuma, eh bien ce serait la der des der. C'est la dernière des dernières batailles. La der des der. La dernière des dernières batailles. L'état-major de l'armée rwandaise aurait unanimement décidé que si son plan de fragmentation n'aboutissait pas avant les élections présidentielles de 2023 en RDC, c'est-à-dire que si les Congolais se redressaient pour de nouveau se mettre derrière les FARDC, pour soutenir leur armée, pour obliger Tshisekedi et les partis d'opposition à se mettre ensemble, au moins sur cette question, qui doit être une question intangible, que donc si Kigali ne parvient pas à s'assurer les bonnes grâces de la communauté internationale, et si les choses se précipitent sur le terrain militaire, là, il appartient aux Congolais de le faire. Si cela donc arrivait, avec les conséquences que l'on peut imaginer, économiques et budgétaires en particulier, si donc Kigali fait face à d'insurmontables difficultés sur le plan économique et budgétaire, et qu'il n'a plus les moyens d'entretenir et de faire fonctionner son administration et son armée, si le gouvernement congolais maintient sa cohésion, si Kinshasa ne travaille pas en ordre dispersé, Kagame a concocté un dernier plan qui prévoit de provoquer le vide et le chaos. Vous voyez ce que je veux dire? Notamment par l'élimination de personnalités civiles et militaires de premier plan en RDC. C'est ce qui est arrivé au Rwanda le 6 avril 1994. Pensez-y. Lorsque Kagame se trouvait coincé par l'éventualité d'élections qu'il n'allait jamais gagner de toute façon, après la mise en place des institutions de la transition prévue par les accords d'Arusha d'août 1993, Kagame se rendant compte que c'était un piège politique en définitive, eh bien, il a provoqué le chaos, il a assassiné le président Habyarimana, il a assassiné le général Léon Sabimana qui était le chef de l'armée rwandaise, il a tué une bonne partie de responsables rwandais qui étaient à bord de l'avion présidentiel, il a assassiné le président burundais Cyprien Ntaryamira et sa suite. Et la guerre a repris, avec d'un côté un Kagame aguerri, un Kagame préparé, qui a les choses en main, et de l'autre côté, l'armée rwandaise, un gouvernement mis en place hâtivement, des gens qui n'avaient aucune expérience pour diriger le nouveau gouvernement, aucune expérience, qui ne pouvaient pas de toute façon faire face à l'armée de Kagame et à son système et à ses alliances internationales. Dans certaines grandes puissances qui avaient aidé Paul Kagame à préparer cette situation de chaos. Eh bien, en quelques 3 mois, le pays était entre les mains de Kagame. Au Congo, il faut que les gens fassent attention. En effet, ce scénario catastrophe est bien possible, malheureusement possible, même au Congo. Certains n'hésitent même pas à avancer les noms de quelques personnalités congolaises, dont une personnalité influente du Kivu, et le nom du président figurerait malheureusement sur la liste. Je le dis en toute responsabilité.
Ce sont des informations qui nous parviennent du Rwanda dans des milieux proches de certains cercles militaires et civils qui sont préoccupés par une telle éventualité. Parce que le vide au Congo peut faire boule de neige au Rwanda. Et de toute façon, les Rwandais n'ont pas besoin d'une autre guerre contre le Congo. L'armée rwandaise elle-même ne dort pas en rêvant à occuper Kinshasa. Ils savent que cela n'est plus possible. Je le dis, je connais bien le Congo. C'est un grand peuple. On peut occuper Goma, on peut occuper Bukavu, on peut occuper Uvira, on peut occuper Beni, on peut occuper même Lubumbashi. Et ce ne sera pas la fin, qu'on ne se trompe pas. En 1994 au Rwanda, ce qui comptait pour Kagame, c'était la prise du pouvoir par la force, au prix du sacrifice de centaines de milliers de Rwandais, des Batutsi, des Bahutus et des Batwa. Comparaison n'est certes pas raison, mais elle peut l'être dans des circonstances plus ou moins semblables, similaires. En créant le vide dans un pays qui sortait de 4 ans de guerre et attendait la mise en place d'un gouvernement d'union nationale issu des accords de paix d'Arusha, des accords négociés pendant 3 ans entre Kagame et le gouvernement rwandais, Kagame a provoqué le déchaînement de la haine qui s'est déversé sur le Rwanda et a culminé en l'élimination de plusieurs centaines de milliers de nos compatriotes. En République démocratique du Congo, un tel vide, un tel chaos ne profiterait qu'à Kagame et à son réseau d'infiltrés qui n'attendent que le signal pour passer à l'action et croyez-moi, ce ne serait pas drôle du tout. Si un tel scénario de chaos généralisé se réalisait en République démocratique du Congo, à Kinshasa, comme dans les autres villes, comme dans les villages, les infiltrés et autres agents dormants de Kagame seraient mis à contribution pour provoquer des actes de vengeance, des violences à caractère tribal et des assassinats ciblés à Kinshasa et dans les autres grandes villes du pays. Je n'ose pas envisager les conséquences d'un tel acte et de folie. Il semble en tout cas que Kagame, dans son désespoir, prévoit de jouer le tout pour le tout, de tenter le scénario de 1994 au Rwanda. Parce que, selon lui, on ne change pas une stratégie qui s'est avérée terriblement mais dramatiquement efficace au cours de ces 3 dernières décennies. La stratégie de Kagame est donc de faire le vide et entrer par la grande porte en RDC. Ceux qui ont connu les massacres que l'armée de Kagame a commis au Zaïre RDC depuis 1996 et qui continuent à vivre dans la hantise que ces guerres reprennent ouvertement, eh bien, ils sont en mesure de comprendre que le projet actuel de balkanisation de la RDC pour s'emparer de ses ressources ne laisserait rien au hasard. L'occupation du territoire congolais s'accompagnerait de nouveaux massacres à grande échelle, suivis de déplacements forcés de population. Eh bien, Dieu nous en préserve. Sauf que si nous ne faisons pas attention, Dieu risque un jour de nous retirer sa protection. Agissons pour la paix en RDC, au Rwanda et dans toute l'Afrique des Grands Lacs. Agissons pour la paix. Coalisons-nous contre le prédateur de notre région, Paul Kagame et son armée. Paul Kagame, aujourd'hui, tout le monde le voit, a le soutien, bien sûr, des Nations Unies. Le discours de M. Antonio Guterres ne laisse rien au hasard, malheureusement. Et malheureusement, il y a des Congolais qui reprennent le même discours sans se poser des questions sur les dangers représentés par le scénario du dialogue avec le M23 pendant que le Rwanda occupe une partie du territoire congolais et qui n'est pas des moindres. Bunagana est à la frontière avec l'Ouganda. Le M23 peut résister au FARDC pendant des années parce qu'il est tout simplement adossé à l'Ouganda. Le M23 possède un territoire de repli, une base arrière, une zone sur laquelle il peut s'organiser, il peut aller et venir et continuer à s'adonner à ses activités illégales et à occuper une partie du territoire congolais. Très important. Que cela soit bien entendu, je ne suis pas un expert militaire, mais les militaires congolais, eux, le savent. L'occupation de Bunagana n'a rien à voir avec une éventuelle occupation, par exemple, de Kindu. Bunagana, c'est tout petit, mais c'est à la frontière. La frontière, en plus, d'un pays allié à la RDC, mais qui est aussi l'allié du M23. Notre chronique d'aujourd'hui, Savoir pour comprendre, s'arrête ici et nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine. En attendant, agissons et agissons encore pour la paix en RDC, au Rwanda, au Burundi et dans toute l'Afrique des Grands Lacs. Seule la lutte dans la vérité, pour la vérité et la justice nous sauvera. Je vous remercie.
la voix des Grands Lacs, la voix de la justice et de la paix en Afrique des Grands Lacs. Vous écoutez la voix des Grands Lacs, la voix de la justice et de la paix en Afrique des Grands Lacs. Radio ijwi ry'ibiyaga bigari, ijwi ry'amahoro muri Afurika. Vous écoutez la voix des Grands Lacs, la voix de la justice et de la paix en Afrique des Grands Lacs. Vous écoutez la voix des Grands Lacs, la voix de la justice et de la paix en Afrique des Grands Lacs.